Là aussi, ça a secoué aujourd'hui la gauche, divisée plus que jamais. Alexis Corbière vient de tweeter il y a quelques instants. Il s'est fait huer, Alexis Corbière. Huer, mais c'est quand même place de la République. Traité de traître. La fin de mon discours, place de la République, écrit-il tout à l'heure, un plaidoyer pour l'unité de NFP, pour une candidature commune, sifflée par quelques sectaires irresponsables. Ils n'étaient pas quelques. Non, ils étaient nombreux, oui, mais ils sont souvent à gauche, vous savez. Oui, évidemment. Une division qui nous mène à la défaite si nous n'y mettons pas un terme. C'est vrai que, alors racontez-nous, alors je sais pas, Jules Torres. Non, mais je trouve ça dingue en réalité que quelqu'un comme Alexis Corbière il a été évincé de la France Insoumise. Il est d'ailleurs parti de la France Insoumise. Je ne comprends pas qu'il se rende encore à ce type de manifestation. Il est, je sais pas, moi, il est sadomasochiste. C'est pas possible. Et à se rendre dans cette manifestation, alors même que le Parti socialiste, le Parti communiste n'y participent pas, que de nombreux cadres d'Europe Écologie Les Verts qui sont en désaccord avec Marine Tondelier n'y vont pas. Qu'est-ce qu'il est allé faire là-dedans ? Eh bien, il ne pouvait arriver que ça, appeler à voter contre Marine Le Pen, appeler à se battre contre une pseudo-extrême droite, une fantasmagorique extrême droite, eh bien, à l'arrivée, le résultat, qu'est-ce qu'on retient de cette manifestation ? On retient deux choses, que c'était pas une manifestation de la gauche, c'était une manifestation qui s'est transformée en manifestation pro-palestinienne, et c'était une manifestation et où bien la gauche a montré toutes ces divisions. La gauche a hué l'un des leurs. Je ne sais pas si on se rend compte. Est-ce qu'ils vont se rendre compte qu'ils n'ont plus rien à faire? Manuel Valls parlait de gauche irréconciliable, mais c'est même plus que ça aujourd'hui. Ils se détestent, ils se vouent aux gémonies, et la candidature unique à gauche, eh bien, c'est un leurre. Elle n'arrivera jamais. Il y aura un départ qui sera éclaté de cette présidentielle-là, mais je ne comprends pas comment on peut être aussi intelligent qu'Alexis Corbière, parce que c'est quelqu'un d'intelligent, et eh bien participer à ce genre de manifestations qui ne peuvent terminer que mal. Véronique Jacquier. Je pense que Alexis Corbière est effectivement un petit peu maso quand même. Il y a une forme de masochisme, mais bon, voilà, son ADN, c'est d'être un militant, c'est d'être un homme de gauche, et il s'est sans doute dit, je ne peux pas ne pas y être, voilà, tout simplement. Après, c'est vrai que là, on est beaucoup plus loin qu'une gauche qui pourrait avoir des tenants irréconciliables. On a effectivement une forme de haine avec des gens qui ne se pardonnent rien. Mais quel exemple donne-t-il aux Français ? Comment voulez-vous même qu'on leur fasse confiance pour les porter un jour au pouvoir ? Parce que quand vous semez de la haine, de toute façon, vous générez de la haine. Il n'y a rien d'apaisant dans le visage qu'a montré aujourd'hui cette gauche-là. Donc, ça me paraît quand même très, très, très inquiétant. Alors, rappelons qu'en plus, même au sein du Parti socialiste, là aussi, ça se divise. Il y a le Congrès. Il va y avoir quand même le congrès du PS à Nancy à la mi-juin, et Olivier Faure est contesté par Boris Vallaud. Il y a d'autres candidats. Enfin là non plus, c'est pas gagné, mais vous vous rendez compte que ça veut dire que c'est des gens. Enfin, on a l'impression qu'on est que dans des batailles d'ego avec des gens qui ne sont pas capables d'être plus grands que ça, de s'extraire pour construire un vrai projet pour la France avec une véritable vision. On est dans une basse époque avec vraiment des gens qui font de la basse politique. Voilà, Manuel Bompard qui avait aussi mis un petit taquet à la gauche au passage. Bien sûr. Le PS à la gauche, je dis encore la gauche. Le PS, le Parti socialiste, qui n'était pas présent, qui n'était pas présent aussi dans les rangs tout à l'heure place de la République. Olivier Faure, mais attendez, vous avez vu, c'est intéressant parce que le PS n'était pas présent, mais on fait ce procès à Olivier Faure justement de rester ambigu vis-à-vis de la France insoumise. C'est-à-dire, tu veux être encore le patron. Mais on est d'accord, mais il fait pas de choix. Tu veux rester le patron du PS, mais tranche avec la France insoumise. Lui, pourquoi il ne tranche pas ? Parce qu'elle est municipale de 2026 et qu'ils vont être évidemment obligés de s'acoquiner pour conserver des postes et essayer d'en gagner. Voilà. Bon. Non, mais ce qui est bizarre chez Olivier Faure, c'est qu'il n'a pas véritablement de colonne vertébrale et ni de cohérence idéologique. Il y a 2 semaines, la France Insoumise a organisé une grande manifestation contre le gouvernement Bayrou, contre l'extrême droite, les médias et ses relais, une manifestation auréolée d'une jolie affiche antisémite contre Cyril Hanouna. À ce moment-là, ça ne le dérangeait pas. Bon, c'est certes, il l'a disqualifié dans les médias cette affiche, mais ça l'avait pas empêché de dire qu'il manifesterait avec la France Insoumise. Lui, il était du côté de Toulouse. Aujourd'hui, il refuse d'y aller. Pourquoi ? Il n'y a aucune bonne raison. Olivier Faure, en effet, Véronique l'a dit, il fait de la politique au gré du vent. Semaine A, il est pour la France Insoumise. Semaine B, il est contre la France Insoumise. Semaine C, il est non aligné. Donc on ne comprend pas bien où il va. Après, il y aura ce congrès en juin. Est-ce que la ligne Faure va dominer ? Je ne sais pas. Est-ce que il y aura
des membres comme François Hollande par exemple qui voudront essayer de jouer leurs cartes, ça c'est possible, mais c'est vrai qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui. Heureusement que je suis pas électeur de gauche et je crois que Véronique non plus, mais ça ne nous regarde pas. Mais oui, le vote est secret, depuis 1913. Voilà. On a installé des isoloirs dans les bureaux de vote, mais voilà, on a du mal à comprendre où ils vont. Il y a un seul parti où on sait où il va, c'est la France Insoumise. Là, pour le coup, il n'y a pas de division. Ils ont ils sont ensemble, ils sont soudés. Et d'ailleurs, on l'a vu, ils étaient nombreux sur l'estrade. Après, est-ce que leur projet politique pourra aller au bout et gagner la présidentielle ? Ça, c'est une autre chose, parce que les sondages, pour l'instant, sont corrects, mais ils ne sont pas exceptionnels pour personne d'ailleurs à gauche. Bon, je voudrais juste quand même qu'on revienne aussi sur cette image, les drapeaux palestiniens, encore une fois. Que font les drapeaux palestiniens place de la République à Paris ? Je répète, que font les drapeaux palestiniens place de la République à Paris dans un rassemblement de la gauche pour dénoncer... Attendez, mais écoutez bien, parce que c'était quand même un rassemblement anti-RN. Ils font quoi les drapeaux palestiniens là-dedans ? Véronique Jacquier. On se rend bien compte que la gauche là fait du clientélisme. Anti-sionistie. Mais moi j'ai du mal à le prononcer. Mais attendez, sans blague. On a vu depuis le 7 octobre... que d'une façon totalement décomplexée. Oui, mais je ne veux pas que ça continue qu'on passe. Les drapeaux palestiniens, on s'y habitue. Non, on s'y habitue pas. Non, mais bien sûr. Mais il ne faut surtout pas s'y habituer. Ça, c'est évident. Ouais. À qui parle la gauche, encore une fois ? Alors vous allez me dire oui, je connais déjà la réponse, mais vous connaissez ma réponse ? Mais non, je la connais peut-être pas en entier. Jules Torres. Non mais à qui il parle à leur électorat qui vise pour 2027. Palestiniens dans 1500, c'est ça, je crois qu'on. Oui, bien sûr, il y avait a priori 5000 personnes, dont 1500 manifestants pro-palestiniens. Mais c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'était pas une manifestation pour la gauche. C'est encore une fois la gauche qui se fait noyauter de l'intérieur par ses propres démons, si je puis dire. C'est-à-dire que le sujet pour eux, c'est uniquement ce qu'il se passe à Gaza. Mais vous savez, c'est pas étonnant. Regardez quelqu'un comme Aymeric Caron. Ça fait des semaines qu'il n'a pas tweeté qu'il n'a pas fait tweet, qu'il n'a pas réagi sur la politique nationale. Rima Hassan, elle est élue depuis juin 2024 au Parlement européen. Je peux vous dire que moi, je l'ai pas entendu sur le traité du Mercosur, le traité du CETA encore moins, les négociations en ce moment, les tarifs des droits de douane. Rima Hassan, ça, elle s'en fout. Non, il y a que Gaza qui l'intéresse. Et de temps en temps, elle se permet une petite incise en reprenant tous les éléments de langage du régime algérien pour se payer Bruno Retailleau et la France. Donc voilà. Ces gens-là ne sont intéressés que par une chose, parce que Jean-Luc Mélenchon, il a donné un ordre qui était clair. En 2022, j'ai raté le second tour de 400 000 voix. Ces 400 000 voix, je vais pas aller les récupérer chez l'électorat de la classe moyenne supérieure. Je vais pas aller les récupérer chez les ouvriers blancs qui votent aujourd'hui Marine Le Pen. Non, je vais aller les récupérer dans les banlieues. Ça, c'est clair, c'est dit. Il l'a dit dans une manifestation, souvenez-vous, fin septembre, où il nous disait, ne vous inquiétez pas, les ruraux maintenant, on s'en fiche maintenant, c'est les banlieues. Donc voilà, en faisant ça, en mettant en scène ces drapeaux palestiniens, en mettant la Lady Gaza, Rima Hassan sur le devant de la scène, le seul objectif, c'est d'aller draguer un électorat musulman. Et d'ailleurs, pardonnez-moi, mais les musulmans doivent être très choqués de ce genre de choses, parce que les musulmans, ce sont pas des islamistes. Les musulmans, ce ne sont pas des antisionistes. Donc en réalité, ils font de la petite politique, de la politique politicienne qui ne mènera à rien. Et je peux vous dire qu'avec ces outrances, avec ces dérapages, en 2027, ça ne paiera pas, parce que n'importe quel candidat, même mon petit frère, il pourrait se retrouver face à Jean-Luc Mélenchon, il gagnerait. Et pourtant, mon petit frère, c'est pas un as de la politique. Comment s'appelle-t-il ? Il s'appelle Kéran. Kéran. Ça veut dire poutre de bois en arménien. Voilà. C'est vrai ? Oui. Ah oui, d'accord, ok, je savais pas, vous l'embrasse. connaissiez, oui, bien sûr. On l'embrasse, effectivement. Il reste une minute. Je découvre à l'instant la déclaration de la presse de Jean-Noël Barrot, qui est en ce moment en Algérie. Vous avez évoqué l'Algérie. Que dit-il ? Il écrit, alors, 2 choses. La France souhaite tourner la page des tensions actuelles pour reconstruire un partenariat d'égal à égal, serein et apaisé avec l'Algérie. Il remercie le président Tebboune pour son invitation. Il dit aussi un mot, on va en parler dans la deuxième heure, pour Boualem Sansal. Est-ce qu'il va revenir avec Boualem Sansal ? Ça veut dire circuler, il n'y a rien à voir. On se couche devant l'Algérie. Tout ça pour espérer récupérer Boualem Sansal, parce que l'Algérie a dû dire c'est du donnant-donnant. C'est-à-dire que nous, on échange, on veut quelque chose. Et on se couche, mais on est peut-être... Vous croyez que Boualem Sansal va rentrer ? On peut peut-être être dans le rétablissement d'une relation avec l'Algérie, tout en se montrant ferme et exigeant, pour une relation d'égal à égal. Leur tenir la dragée haute. Une relation d'égal à égal. Dans cette affaire, il n'y a que l'Algérie qui joue le rapport de force. Partenariat d'égal à égal, serein et apaisé. Merci beaucoup Véronique Jacquier, ce fut un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Prochaine. Merci. Oui, bien sûr, à la semaine prochaine. Voilà, j'appelle de mes vœux, comme l'a fait le président de la République Emmanuel Macron, auprès du président Tebboune,
un geste d'humanité au regard de son âge et de son état de santé. On va en reparler dans le journal. On va en reparler également dans la deuxième heure. Après, c'est très intéressant de la visite ministérielle en Algérie de Jean-Noël Barrot. On va en parler dans un instant parce que je peux vous dire que ça réagit déjà très très fort. Éric Ciotti accuse le gouvernement de se coucher devant l'Algérie. On va en parler dans un instant, mais juste quand même un mot puisqu'on parlait de rassemblement sur ces 3 meetings qui donnaient des airs de campagne cet après-midi. Bon, j'ai envie de dire, et c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, 7 000 pour le RN, 5 000 à gauche, 5 000 pour le centre. Bof, quoi. Non. Oui, alors c'est vrai que on se rend compte que c'est pas ceux qui manifestent qui votent. Ça, c'est pas ça qui rend compte du résultat. Néanmoins, je trouve intéressant pour poursuivre notre réflexion. Là, il y a un lien. C'est Marine Tondelier qui se moquait un peu sur X du fait que le RN est dû affréter des bus. Ouais, et en 25 fait, bus. Oui, mais elle dit nous on n'a pas besoin d'affréter des bus. Bah c'est sûr que en fait la gauche, ils vivent là, mais ils sont là à Paris, mais bien sûr, bien sûr. Évidemment, ils n'ont pas besoin d'affréter des bus de la campagne. Elle est de mauvaise foi. Ce que je trouve particulièrement hypocrite, c'est la manifestation des filles. Oui. Parce que, écoutez, ils manifestent contre le RN qui ne respecterait pas l'autorité de la justice. C'est ça, en fait. Hein. Oui. Vous vous souvenez de Jean-Luc Mélenchon? Et les drapeaux palestiniens, c'est contre le RN? Quand il avait son nez contre celui du procureur de la République qui venait faire une perquisition, en disant la République c'est moi, et qui refusait qu'il puisse y avoir une décision et un acte judiciaire dans ses locaux. Donc arrêtons l'hypocrisie, quoi. Non, et puis je pense que vous avez vu c'est pas le double discours, mais il y a quand même des nuances entre ce que dit Mélenchon, qui aussi s'attend peut-être dans quelques temps à ce qu'on vienne lui demander comment les assistants aussi étaient employés, et puis la position plutôt officielle qui est représentée par Manuel Bompard, qui lui critique plus ouvertement. On voit bien qu'il y a 2 sons un peu discordants au sein même de LFI. Non, mais c'est quand même curieux, ce drapeau palestinien. Ils peuvent manifester sur tout et n'importe quoi. 1500 drapeaux le drapeau palestinien. Mais il y a quand même, en fait, les bulletins de vote. Non, mais c'est incroyable. La gauche a 1000 causes à défendre, là. Elle était, dans une manif contre le Rassemblement national. Que vient faire, le drapeau palestinien? Les socialistes n'y étaient pas, hein. Alors les socialistes n'étaient pas, mais il y a une alliance LFI écolo qui était quand même assez marquante. Alors du côté du RN, moi j'ai noté, alors je sais pas si ça vous a frappé comme moi, que Louis Alliot avait remercié Philippe de Villiers, Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan, en plus d'Éric Ciotti. Alors moi j'ai pas tout entendu, mais si j'ai bien compris, tout bien entendu, si j'ai bien compris, c'est pour les remercier quand même d'avoir protesté contre cette inéligibilité de Marine Le Pen. Mais bon, est-ce que c'est un semblant de main tendue vers l'union de la droite? Ça m'a semblé assez intéressant. Les trois personnalités que vous citez, Gabriel, sont des personnalités qui ont une cohérence dans la critique aujourd'hui de la politisation de certains juges. C'est vrai. Et ils l'ont dit, depuis cette décision, ils ont mis en cause effectivement l'objectivité, l'impartialité de la justice. Alors, il paraît il faut pas le dire, hein. J'ai entendu, moi, Marine Le Pen dire aujourd'hui que la présidente du tribunal était du syndicat administrateur. Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est ce qu'elle a dit elle-même, à savoir qu'elle a été incitée à rentrer dans la magistrature par la grande maîtresse, la grande prêtresse, Eva Joly, qui, elle, était membre du syndicat magistrature et qui a terrorisé à un certain moment tout le Gotha politico-économique de Paris. Donc on voit bien où sont quand même les orientations. Il faut arrêter de prendre les partis pour des perdreaux de l'année, parce que effectivement il y a une volonté d'une certaine magistrature, pas toute heureusement, d'en découdre avec certains mouvements politiques. D'ailleurs, les motivations de cette décision de justice qui a été rendue contre Marine Le Pen, elles sont vraiment d'une transparence éblouissante. Il serait vraiment un trouble en public si elle pouvait se présenter à être candidate à la présidence de la République après une condamnation en première instance. Donc on bafoue tous les principes, le double degré. Non, là, véritablement, on a beau chercher, c'est quand même assez indéfendable. Ouais. Marine Le Pen a-t-elle raison de tenir ces discours en disant je vais me défendre? C'est vrai que tout à l'heure j'avais Franck Alizio qui est député des Bouches-du-Rhône, RN, sur ce plateau. Je disais attention, je posais la question, est-ce que le RN ne peut pas retomber dans ses travers anti-système?
alors qu'ils essaient de lisser leur image à la poche de la présidentielle. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Elle vient de montrer en tout cas que c'était pas la prise du Capitole, de toute évidence, sauf information qui m'aurait échappé, mais je crois pas que c'était le cas. Après, ce discours sur vraiment ce climat d'insécurité judiciaire en réalité, parce que quand vous pensez que certains juges, je dis pas tous, parce qu'il y a des juges, on en a en face de nous, beaucoup. Voilà, mais qu'un certain nombre de juges est loin d'être négligeable. Et de gauche et revendique de ne pas juger les gens en fonction des faits, mais en fonction de la tête du client. Ça met tout un chacun dans une situation vraiment difficile. Enfin, il se dit mais comment je vais être jugé moi si un jour j'ai maille à partir avec la justice. Donc je crois que le discours de Marine Le Pen rencontre un certain écho et on voit que semble-t-il dans les sondages en tout cas cette affaire ne l'a pas fait baisser. Si vous permettez, ce petit nombre de magistrats, de mon point de vue, cause un grave désordre en termes de sécurité, puisqu'ils sont adeptes de la culture de l'excuse, ils ne veulent pas emprisonner. Ils causent un grave désordre en termes également d'immigration, puisqu'ils refusent par principe les rétentions administratives, les expulsions, on voit bien les décisions. Ils sont aussi à l'origine maintenant d'un désordre démocratique. Aussi, puisque ça fait quand même plusieurs élections maintenant présidentielles où ils interrompent le cours normal des élections présidentielles. On pense à Sarkozy quand il y a eu l'affaire qui est venu sur le plateau pendant les 2 tours. On pense évidemment à François Fillon qui, au bout d'une semaine d'un article du Canard enchaîné, s'est retrouvé entre les griffes du PNF et à l'incapacité de se présenter. Et aujourd'hui, Marine Le Pen. Donc on voit bien qu'il y a maintenant une immixtion du judiciaire dans les élections majeures qui finalement trouble l'ordre démocratique. Oui. Voilà. Aujourd'hui, on a l'impression qu'un magistrat a plus de pouvoir qu'un député. Mais vous savez, attendez, c'est très intéressant. C'est Henri Guénaud qui était ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, qui était mon invité hier soir, qui le disait, qui expliquait effectivement qu'à un moment, quand les politiques il y a toujours un jeu entre la justice et les politiques. Quand les politiques perdent du pouvoir, c'est la justice qui reprend le dessus, et inversement. Et là, ce sont les politiques qui ont perdu. Donc les juges reprennent le pouvoir. Mais bien sûr, prennent le pouvoir. Comme on dit, la nature a horreur du vide. À partir du moment où le politique ne remplit plus ses missions, le juge se prend tout à coup à vouloir occuper la place. Voilà. Et puis alors, je vais être très critiqué là, ce que je vais dire. Il y a une forme d'hubris quelque part. Vous vous rendez compte, un juge qui rend une décision, la répercussion que ça va avoir sur tout le pays, et même Donald Trump a réagi sur ma décision. Oui, c'est un sentiment d'hyperpuissance. Vous avez un sentiment. Quand Eric Alphen convoquait Chirac à Créteil, tel jour, telle heure, un sentiment de puissance. Vous voyez, plus rien ne les arrête. Et les politiques ne font rien pour arrêter ce débordement du lit judiciaire, où on ne fait plus qu'appliquer la loi, on voudrait aussi faire la loi. Ça, c'est gravissime et c'est véritablement l'atteinte majeure à la séparation des pouvoirs. Non, mais vous avez raison, c'est très fort ce que vous dites, Georges Fenech, ce soir. Vous avez raison. D'ailleurs, le nom de la juge, pardon, excusez-moi, mais on le connaît. Le nom de la juge qui a sanctionné Marine Le Pen. Bien sûr, et vous avez raison, votre analyse, je la trouve extrêmement pertinente. On n'y avait pas pensé, mais c'est vrai, ce sentiment de pouvoir que ces juges prennent. Moi, mais c'est grisant, bien sûr. J'ai été juge d'instruction. Bien sûr. Quand j'avais dans mon bureau des personnalités de premier plan, mais j'étais sur un nuage. Je suis quelqu'un d'important. J'étais jeune, je me croyais important. Parce que vous récupérez un petit peu de la notoriété de celui que vous faites à venir chez vous, dans votre cabinet ou dans votre audience, pieds et poings liés, une espèce de carcan sur la place publique, non seulement nationale, mais internationale. Mais vous imaginez le pouvoir que vous ressentez, et donc cet effet de se rendre vraiment quelqu'un de très important. Moi, je suis... pardon. Bon, et on va continuer d'en parler. Je voudrais qu'on parle de l'Algérie, là, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de réactions. Je suis Jean-Noël Barrot qui est très content de sa visite en Algérie. On va vous expliquer pourquoi. Visiblement, ça ne passe pas du côté des supporters de Boualem Sansal, ou encore Eric Ciotti qui a tweeté 20h44, 45 même.